va commencer la première session avec modérateur et j'invite François à nous rejoindre avec Aude Girard-Giraud pour modérer la prochaine session, les flashs. On va un peu inverser les rôles parce que un des orateurs n'a pas pu venir de Montpellier, Stéphane Cade, donc si Vincent le permet, il va commencer avant pour pouvoir le libérer derrière. Vous allez voir qu'il a un beau fanion derrière. Si jamais vous voulez le huer, vous pouvez. François, je te laisse la parole. Merci Nima. Je vais vous présenter notre invité exceptionnel dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vient d'arriver de Paris, accompagné de Jean-Claude Verdier. Je vous demande donc d'accueillir Florian Rousseau. 3 titres olympiques, 10 titres de champion du monde. Je crois que Florian, vous êtes très occupé en ce moment. Vous êtes responsable de la prise en charge de la préparation physique des futurs sportifs. Pas la préparation. Je vous laisse peut-être parler, peut-être. Vous pouvez monter, je vous en prie. Bonjour, merci. Alors, je ne travaille plus pour la FFC. La FFC, pas la Fédération française de cardiologie, mais la Fédération française de cyclisme. Je travaille aujourd'hui pour la mission olympique et paralympique à l'Institut national des sports, où donc je n'interviens plus sur l'entraînement. Notre rôle, nous, c'est d'être en soutien pour les fédérations qui préparent les Jeux à Rio, donc les fédérations des valides, et puis aussi les handisports, le paralympique. Voilà, nous, on est le trait d'union entre les fédérations et les ressources humaines et les compétences expertes pour aider les sportifs à obtenir des médailles à Rio. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on vous sollicitera tout au long de cette journée. Et je crois que vous êtes pressenti pour faire un petit effort physique cet après-midi, si vous êtes toujours partant. Voilà, on va commencer par... On a inversé le programme un petit peu pour des raisons logistiques et pratiques. Donc Stéphane, bonjour. Tu vas commencer cette session donc, pour nous parler de l'aorte, du sportif et aorte et sport. À toi. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Parfait. Ah, très bien. Bon, exercice un petit peu particulier que de parler sans vous voir, mais je vous salue tous. Donc je vais vous parler de l'aorte du sportif. Alors c'est un sujet qui me tient un petit peu à cœur pour avoir pas mal de patients à suivre ou de sportifs. Donc je vous rappelle, quand vous faites une étude échocardiographique, il ne faut pas oublier donc d'étudier les valvulopathies et notamment le couple valve aortique et aorte ascendante. Lorsque vous regardez les valves, il faut bien s'attacher à éliminer une bicuspidie aortique et un prolapsus mitral, j'en ai un profil pour le passé. Et lorsque vous faites une écho de dépistage chez le sportif asymptomatique, vous voyez quand même qu'il y a un petit intérêt à la réaliser, puisque vous allez diagnostiquer 2 CMH, 24 bicuspidies aortiques avec une aorte dilatée, 10 prolapsus mitraux et 20 septum interatrial qui ont un défect plus ou moins large. Alors très intéressant de bien expliquer où est-ce que l'on fait sa mesure, parce qu'il y a beaucoup de variabilité en fonction de l'âge, du sexe, de la surface corporelle, du lieu de mesure, des techniques utilisées, de la précision. La précision que vous allez mettre à faire votre mesure aortique avec essentiellement donc, une mesure au niveau du sinus valsalva, au niveau de la jonction sinotubulaire, au niveau de l'aorte ascendante, que vous pouvez faire soit en mode bidimensionnel, je vous rappelle, bord d'attaque, ou en TM. C'est intéressant des fois de monter d'un espace intercostal pour bien dégager l'aorte ascendante, parce qu'on peut passer à côté d'une aorte dilatée. Et dans les dernières recommandations américaines, ils utilisent le Z-score, qui n'est pas très compliqué, qui est téléchargeable sur des applications Internet, qui font rentrer donc la tête de l'aorte en fonction de l'âge, de la surface corporelle et du sexe. Alors, pour la dilatation de l'aorte, quelle est l'attitude à avoir? Elle va être bien sûr dépendante de votre taille de l'aorte, avec dans un premier cas, si vous avez une aorte qui est normale, vous allez tout autoriser, bien sûr, et au fur et à mesure de la dilatation aortique, vous allez avoir une activité physique qui va être soit adaptée, soit limitée, soit contre-indiquée, jusqu'à éventuellement arriver jusqu'à la chirurgie. Et donc il va falloir toujours, lorsque vous allez faire votre diagnostic, bien peser les risques et les bénéfices à proposer ou pas la poursuite d'une activité sportive chez un patient qui a une aorte dilatée. Alors la physiopathologie des accidents aortiques peut se comprendre lorsque vous avez
une fréquence cardiaque qui est plus élevée, bien, vous allez augmenter le nombre d'impacts sur la paroi, au niveau pariétal, donc sur la paroi aortique. Vous allez augmenter aussi la pression artérielle avec une contrainte pariétale qui va être augmentée, surtout notamment dans les sports résistants. Cette vieille étude que nous montrons souvent, vous voyez que sur un effort d'haltérophilie, vous pouvez monter jusqu'à plus de 40 de systolique au moment de cet effort isométrique. Classiquement, si vous avez une aorte dilatée, c'est que vous avez une fragilité tissulaire, donc une fragilité tissulaire pariétale qui peut se compliquer d'un risque de syndrome aortique aigu. Et vous voyez dans cette étude de Marron, il y avait, bon, c'est tout petit je pense pour vous, pour le voir, mais vous avez donc 3% de décès dus à un syndrome aortique aigu. Ici vous avez une image de dissection aortique. Alors, comment cela s'explique? Eh bien, vous avez donc une étude un petit peu compliquée quand on regarde un petit peu comment ils ont fait pour faire les mesures, avec une fiabilité dont je ne pourrais pas vous donner les détails. Mais vous pouvez mesurer l'élasticité de l'aorte en prenant en compte la taille de l'aorte en systole et en diastole et la pression pulsée, ou l'index de rigidité aortique, là aussi en fonction de la pression systolique, la pression diastolique aortique et la taille de l'aorte. Ce que l'on sait, c'est que lorsque vous avez affaire à des sujets endurants, sur des sports endurants, vous allez avoir une élasticité de l'aorte qui va être augmentée, alors qu'à l'inverse, lorsque vous avez des athlètes plutôt résistants, vous allez avoir une rigidité aortique qui va être augmentée. Alors on va le voir un petit peu plus loin, les athlètes résistants ont plutôt une aorte un petit peu plus dilatée que les athlètes endurants, mais cet index de rigidité aortique qui serait augmenté serait peut-être un mécanisme de protection que développerait l'aorte du sujet sportif résistant pour éviter d'avoir des complications. Alors justement, lorsqu'on regarde le type de sport en fonction de la taille de l'aorte, plutôt la taille de l'aorte en fonction du type de sport, vous voyez ici dans cette étude sur l'haltérophile que plus vous avez fait de l'haltérophilie depuis longtemps, avec éventuellement une taille plus importante et une pression artérielle plus importante, au plus vous allez avoir une aorte qui sera dilatée. Dans cette étude de D'Andrea, qui s'intéressait à plus de 600 sportifs de haut niveau, vous allez retrouver également que le sportif résistant a une aorte discrètement plus dilatée que le sportif endurant. Je vous interpelle tout de suite pour que vous voyez qu'on reste dans des mesures tout à fait acceptables avec des aortes qui sont au maximum à 40 mm. Ce même travail donc présenté différemment, vous voyez donc ici au niveau des sinus de Valsalva et ici au niveau de l'aorte ascendante, que vous allez avoir une aorte qui sera dilatée, mais qui va rester dans des mesures tout à fait acceptables, de 40 mm à peu près, pour le sinus de Valsalva, 41 on va dire, et 40 mm pour l'aorte ascendante. Les facteurs qui expliquaient la dilatation aortique étaient à la fois la taille, la surface corporelle et la pression artérielle systolique. Notre travail sur une plus grosse population de 2300 sujets avait l'avantage de différencier les sexes entre l'homme et la femme, et vous voyez que si on devait retenir un cut-off pour l'homme, c'est 40 mm, et un cut-off pour la femme, c'est 34 mm, au-delà de laquelle on pourra parler d'aorte dilatée. Se pose la question de l'indexation de la surface corporelle, puisque lorsque l'on fait cette indexation, on retrouve environ 1% de dilatation aortique. On peut se poser la question de son intérêt. Effectivement, il y a une relation plus ou moins linéaire pour des tailles qui seraient, on va dire, normales, mais c'est bien noté dans les dernières recommandations américaines de 2015 sur l'aorte. Lorsque vous avez des sportifs de très grande taille, plus de 1,89 m pour l'homme, 1,75 m pour la femme, ou avec un indice de masse, un BSA qui est largement supérieur à 2,3. Peut-être que cette relation n'est pas aussi linéaire qu'on ne le pense. Et donc, attention aux conclusions hâtives. Si vous avez une aorte dilatée chez un sportif qui est très très grand, ne dites pas trop rapidement que c'est une aorte dilatée parce qu'il est grand, parce que ce n'est peut-être sûrement pas le cas. Si vous avez une aorte dilatée, notamment au-delà de 40 mm, c'est probablement pathologique. Après, lorsque l'on s'intéresse au suivi du sportif qui a une aorte dilatée, vous voyez ce travail donc, que je vous ai présenté juste avant sur 2300, vous avez que 17 sportifs qui avaient une aorte un petit peu limite au début du suivi, sur un suivi qui était assez conséquent sur 8 ans, avec des aortes aux alentours de 40, 41, 42 mm. C'est plutôt rassurant lorsque l'on suit ces sportifs sur 8 ans. Vous avez vu que 3 dilatations aortiques étaient importantes, qui arrivaient à 48-50 mm, à noter sans aucun événement. Et la plupart de ces dilatations aortiques survenaient après l'arrêt du sport, ce qui pourrait laisser penser qu'il n'y a pas d'influence du sport sur la dilatation de l'aorte et que si vous dilatez votre aorte, c'est uniquement parce que votre aorte est fragile sur le plan tissulaire et pas obligatoirement parce que vous pratiquez une activité sportive. Dans les recommandations américaines, vous avez donc la Task Force 7 s'intéresse spécifiquement à la taille de l'aorte. Alors, je ne sais pas Laurent, j'ai cru entendre que tu parlais tout à l'heure de ce que l'on aurait aimé avoir comme recommandation. Si on regarde en détail les recommandations sur l'aorte, on est un petit peu déçu parce que
Si vous avez une aorte normale, on est bien content de savoir qu'on peut faire tous les sports, c'est évident. Si par contre vous avez une aorte à plus de 50 mm, vous ne faites aucun sport, jusqu'ici ça paraît évident. Et après, lorsque vous regardez les recommandations de la taille de l'aorte, elles sont toutes faites en fonction de la présence ou non d'une fuite aortique. Et ce que je reproche un peu à ces recommandations, c'est que la plupart du temps, on se retrouve confronté à des gens qui ont des aortes dilatées, entre 40, 45, voire 45, 50 mm, pas obligatoirement associées à une fuite aortique. Et dans ces cas-là, c'est un petit peu le désert, encore plus en Europe qu'aux États-Unis, où on n'a pas de recommandations sur la pratique sportive à proposer à nos sportifs qui ont cette aorte dilatée. Après, je vais passer très vite sur le Marfan, dont le cutoff est à 40 mm, ou le Marfan et toutes les maladies apparentées. Un petit peu surprenant sur l'aorte opérée. On recommande donc l'aorte opérée, surtout si c'est une dissection qui a été opérée, on recommande les sports uniquement 1A. Je vous avais dit tout à l'heure qu'il fallait s'intéresser à la présence ou non d'une bicuspide aortique. Là, c'est un petit peu plus précis. On pourrait éventuellement céder, si votre aorte est dilatée plus ou moins sans bicuspidie, pour essayer de conseiller le sportif en faisant une espèce de mélange des deux recommandations, avec fuite aortique ou avec bicuspidie. Lorsque vous avez une aorte qui n'est pas dilatée, vous autorisez tous les sports. Et après, vous voyez, donc, quand on sait la variabilité de mesure de nos aortes en mode bidimensionnel ou en TM, et quand on voit les recommandations qui sont précises au millimètre près, là aussi, c'est un petit peu amusant de voir ça. Mais vous voyez que lorsque vous avez chez un homme une aorte entre 40 et 42, chez une femme entre 36 et 39, vous pouvez autoriser les sports 1, 2, A, B et C. On évite les sports dynamiques 3. Lorsque l'aorte est modérément dilatée, à 43-45 mm, on autorise à ce moment-là plus que les sports 1A. C'est peut-être un petit peu restrictif à mon goût. Et au-delà de 45 mm, aucun sport. Là également, peut-être un petit peu restrictif. Pourquoi un petit peu restrictif? Parce que ces derniers temps, on a repoussé la limite de l'indication opératoire sur l'aorte dilatée, en l'absence de facteurs de dissection associés, histoire familiale, HTA, cohortation, l'évolutivité. Donc peut-être quand même, et puis plusieurs études ont montré que la bicuspide aortique évoluait bien même quand on pratiquait du sport. Donc on peut en rediscuter. Donc ce que je peux vous dire pour les recommandations sur la dilatation aortique, premièrement, vous allez donc éliminer une pathologie de Marfan ou pathologie apparentée. Deuxièmement, s'attacher systématiquement à rechercher une bicuspidie. Si vous avez une bicuspidie, n'oubliez pas le dépistage familial. Si vous avez une dilatation aortique qui est modérément isolée, vous allez engendrer une surveillance régulière, au moins tous les 6 mois au début pour voir l'évolutivité, puis après vous passez tous les ans si c'est stable. Avec quelques conseils que vous avez donnés, évitez les sports isométriques, évitez les sports de contact, notamment avec le mouvement rapide de rotation du thorax, et vous allez vous attacher à avoir un contrôle tensionnel qui est parfait, idéalement aux alentours de 12-7. Comme je vous le disais, si vous êtes entre 40 et 45 mm, entre 45 et 50, il n'y a pas vraiment de recommandation qui s'attache à cette partie de population qui est loin d'être négligeable. Quid des bêta-bloquants IEC ou ARA2, beaucoup de littérature, beaucoup de papiers, mais je peux vous dire qu'il n'y a pas de preuve forte d'une protection sur l'évolution de ces aortes dilatées, même si vous les mettez sous bêta-bloquants, donc ce n'est pas une assurance tout risque, même si on le fait tous, sachant que les bêta-bloquants sont difficiles à manier chez le sportif. Donc, pour conclure, l'aorte est dilatée donc, de façon modérée chez le sportif, mais ça reste dans les valeurs normales. Si vous avez un cut-off à retenir, c'est 40 mm chez l'homme, 34 mm chez la femme, et ce n'est probablement pas lié au sport si vous avez une aorte dilatée, mais c'est sûrement une pathologie aortique. La valeur normalisée, je vous l'ai dit, éventuellement, pour des tailles normales, pour des valeurs un petit peu plus inhabituelles, je ne pense pas qu'il faille indexer, et attention aux conclusions hâtives, comme je vous le disais. Je pense qu'on peut dire qu'il y a peu d'effets, je ne dirais peut-être pas d'effets, mais peu d'effets du sport sur la tête de l'aorte dans le suivi des patients qui ont une aorte dilatée. Voilà, donc j'enchaîne tout de suite en accord avec les organisateurs sur un deuxième topo. Je ne suis pas un écologiste du sport et je ne peux pas vous... Voilà, je ne pourrais peut-être pas être précis dans ce dont je vais vous parler. Alors, sport et pollution. En actualité, donc, comme je l'ai vu dans un éditorial, vous arrêtez de fumer, vous mangez bien, vous surveillez votre poids, votre tension, vous avez une hygiène de vie qui est parfaite, vous commencez à faire du sport, la vie est belle, tout va bien. Vous faites tout ce que vous pouvez pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, mais malheureusement, vous ne pouvez pas lutter contre une nouvelle menace qui est apparue depuis quelques années, qui est celle de la pollution de l'air. Alors, qu'est-ce que la pollution de l'air? La pollution, c'est un mélange toxique d'ozone et de particules, cette particule qu'on va donc nommer matière particulière, qui peut être à la fois
du monoxyde d'azote, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, du dioxyde d'azote, du soufre, de l'ozone. Tout ceci va être des particules fines avec des minéraux, pardon, des sulfates, des nitrates, des métaux lourds. Vous m'entendez parce que j'ai un retour? On t'écoute, c'est bon? C'est très clair. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que les effets toxiques seront dépendants du poids en microns de cette matière particulière. Ici, vous avez donc des grains de sable et un cheveu pour savoir un petit peu, pour faire un rapport de taille entre les matières particulières qui vont être toxiques et ces éléments que l'on connaît. Alors, selon l'OMS, en 2012, il y avait 12,6 millions de morts si on prend la pollution au sens très large. Une centaine de maladies cardiovasculaires qui seraient liées à la pollution. Et à elle seule, la pollution de l'air serait responsable de 8,2 millions de décès. Alors, ça va de tous essentiellement les gaz d'échappement, bon, la pollution bien sûr, comme on voit, atmosphérique, et aussi la combustion par le bois, qui n'est pas si anodine que ça. Alors, cette diapositive est un petit peu lourde, mais bien sûr, on ne va pas la détailler. Vous avez donc essentiellement l'effet de la pollution, c'est le stress oxydatif et l'inflammation. Ce stress oxydatif se voit à tous les niveaux, au niveau sanguin, au niveau cérébral et essentiellement au niveau pulmonaire, avec un effet général par ailleurs, avec essentiellement des effets de vasoconstriction, de dysfonction endothéliale, d'activation de l'agression plaquettaire, d'activation de la coagulation, d'effets pro-rythmogènes, notamment en modifiant la balance du système nerveux autonome. Et tout ceci va donc entraîner des effets cardiovasculaires. Et lorsqu'on regarde les études, la plupart des études ont retrouvé un effet, que ce soit sur la mortalité toute cause, la mortalité pulmonaire, la mortalité cardiovasculaire ou la mortalité par cardiopathie ischémique, va être directement proportionnel à la présence ou non de ces particules moléculaires. Je vous rappelle que la règle d'or numéro 6 s'intéresse à ce sujet, puisqu'on évite de faire du sport sur des températures extérieures qui sont extrêmes, à moins de 5 degrés ou plus de 30 degrés, ou lors des pics de pollution. Alors, quels sont les conseils qu'on peut donner aux sportifs? Eh bien, il faut en donner parce que le sportif, vous voyez, qu'il ventile beaucoup plus. Il ventile notamment par la bouche, donc il shunte le filtre mucociliaire. Il va y avoir de grandes quantités d'air ventilé, donc de grandes quantités de matières particulières qui vont passer dans son organisme, avec des effets locaux systémiques qui seront plus importants, d'autant plus importants et directement proportionnels à la présence ou non de particules moléculaires. Vous voyez, à titre d'exemple, lorsque vous avez une hypoxémie due au monoxyde de carbone, 30 minutes d'activité physique intense en ville polluée, c'est l'équivalent d'une consommation de cigarettes de 10 cigarettes, puisque l'affinité du monoxyde de carbone est de 200 fois supérieure à celle de l'oxygène pour l'hémoglobine. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire chez les sportifs? Diminuer les émissions, mais ça, ce n'est pas notre ressort, c'est plutôt le ressort des autorités publiques. Et surtout, s'il y a un événement sportif, on l'avait bien vu pour les Jeux Olympiques à Chine. Donc, ce qu'il faut, c'est la météo. Il faut faire la météo de la pollution, regarder un petit peu quel est l'état de l'air au moment où vous allez pratiquer votre activité sportive, qu'elle soit de loisir ou de compétition. Il existe des recommandations sanitaires en cas d'épisode de pollution par les particules, Direction générale de la santé, donc avec des recommandations en fonction des seuils d'alerte sur ce que vous devez pratiquer comme activité sportive, bien sûr avec tous les extrêmes. Donc les recommandations sanitaires que l'on peut proposer aux sportifs, c'est premièrement une consultation du bulletin météo pollution, c'est évident, et en fonction de celui-ci, vous allez adapter votre activité physique et votre activité sportive, en essayant d'éviter le sport intense, éviter de faire du échappement, ce qui était vraiment tout à fait le cas lors du dernier marathon de Montpellier où on courait à côté des voitures arrêtées qui circulaient, c'était assez édifiant. Donc évitez les voies de circulation, évitez certaines heures, évitez les fortes chaleurs. Faites du sport à l'intérieur si vous êtes en atmosphère froide et humide, le smog. Plutôt à l'extérieur si c'est venté. Et attention bien sûr aux sujets à risque, notamment l'asthmatique et le coronarien. Voilà, je vous remercie, je reprends la main. Merci beaucoup Stéphane pour ces topos très didactiques. Alors effectivement François, toi qui es en partie responsable de l'édiction des prochaines recommandations européennes, on est un peu surpris du caractère un petit peu strict des dimensions aortiques concernant le premier sujet dont Stéphane nous a parlé, sur le niveau d'activité physique conseillé, recommandé ou imposé aux sportifs.
Pourquoi on ne parle pas de valeur indexée? Ou est-ce que pour les prochaines recommandations européennes, est-ce que ça va être effectivement plutôt le cas où on va plutôt raisonner en valeur indexée? C'est vrai que quand on fait le bilan cardiologique d'une équipe de basket ou de rugby, des heures dilatées, mais c'est quasiment 50% du panel d'une équipe. Est-ce que tu peux nous préciser un peu les données qui vont apparaître dans les recos européennes? Après, je ne veux pas me disculper, mais ne nous demandez pas trop de choses. Comment voulez-vous qu'on vous propose une taille d'aorte qui ne donne pas de risque quand on ne sait pas? La preuve, c'est que vous nous demandez à partir de quel niveau de taille d'aorte il y a un risque d'accident quand on fait du sport intense. On n'en sait rien. Donc, moi, j'ai le même problème que vous. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un basketteur qui était limite. Moi, je l'ai laissé jouer, mais je le fais en mon âme et conscience. Si je vais interroger mon copain chirurgien vasculaire à côté, lui va me dire, mais tu peux leur laisser faire tout ce que tu veux. Et si j'en appelle un autre, il me dit, oh là là, tu te rends pas compte? Moi, j'ai eu un cas, je me rappelle, il y a 15 ans, il a pété son aorte pendant qu'il jouait au foot. Un cas. Donc, on ne sait pas. Donc, on ne peut pas. Alors, peut-être que les Américains osent un peu plus, mais ils n'en savent pas plus que nous. Et nous, Européens, quand on ne sait pas, on n'a pas pris de décision. Alors, pour en venir à ton indexation, eh bien, on pourra peut-être raisonner par l'indexation, mais vous avez vu le débat, la taille, oui, c'est vrai jusqu'à une certaine taille. Le Z-score, c'est pareil. Là, il y a un gamin qui m'a été envoyé par les Parisiens parce qu'il a un Z-score élevé, c'est un footballeur. Eux, ils ne sont pas d'accord entre eux. Alors, je ne vois pas comment moi je vais trouver la solution. Donc, je veux vous dire par là que c'est très compliqué. Très, très, très compliqué. Et il faut accepter quand nos recommandations, quand on ne sait pas, on dit on ne sait pas. Et je ne sais pas si on saura un jour. Je te dis, pour savoir un jour, ce n'est pas compliqué. On prend 1000 aortes avec 46 mm, on leur fait faire tous les sports et on regarde combien il y en a qui pètent leur aorte. Et là, on vous répondra. Difficile, hein? Très bien, merci. Des questions? Stéphane, en attendant, juste Stéphane, est-ce que tu penses que ce qu'a dit tout à l'heure Frédéric, en parlant des morts subites qui étaient beaucoup plus fréquentes chez les basketteurs noirs américains de haut niveau, est-ce qu'il y a une corrélation avec peut-être ce profil marfanoïde, ils sont grands, et l'aorte? Je ne sais pas. Je ne sais pas si dans les basketteurs américains, il y avait directement un lien entre la mort subite et leur taille d'aorte. Je n'ai pas entendu tout ce qu'a dit François. Je voulais dire, moi j'avais passé toute l'équipe de France en même temps de volley il y a 2 ans avec des tailles qui allaient jusqu'à 2,15 m et je n'ai pas eu une seule aorte à plus de 40 mm. Alors que j'en avais 2 qui faisaient 2,12 m, un qui faisait 2,15 m, un qui faisait 2,9 m. Je ne vous ai pas montré un papier qui montrait donc il y avait 1,8% de notre papier de mort subite qui était dû à des dilatations de l'aorte ou des sténoses aortiques. Ce que je peux vous dire, c'est que dans le screening, la moitié avait été diagnostiquée au préalable, mais n'avait pas été interdit. Je trouvais que c'était intéressant. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon diaporama ou pas? Voilà, c'est un travail que je ne vous ai pas montré, mais qui peut un peu répondre à la question. C'est sur 2588 décès, vous avez 44 sujets qui avaient un problème donc, de mort subite dû à une autopsie à l'aorte ou à une dissection de l'aorte, avec 25 décès aortiques. Vous voyez que, je ne sais pas si vous le voyez, mais au niveau la moitié avait été diagnostiquée au préalable, mais avait été autorisée pour la compétition, et l'autre moitié n'avait pas été autorisée pour la compétition. Et on voit que ceux la moitié n'avaient pas été diagnostiqués au préalable. Et c'est vrai que là, il y avait quand même 15 dissections de l'aorte. J'entends pas, pardon? Allô? On t'écoute. Oui. Non, je dis qu'on n'a pas de retour. Ce que l'on sait, c'est qu'on ne sait pas, comme disait François, si j'ai bien compris ce que tu disais, c'est qu'on ne sait pas quel est le risque, à quel niveau, et à partir de quand on va rompre. Dans ces études, on le voit, la moitié des gens avaient autorisé, l'autre moitié n'avait pas autorisé. Je ne sais pas si un jour on aura des recommandations. C'est vrai qu'elles nous manquent, mais je ne suis pas certain qu'on les ait un jour, notamment sur des aortes à 45, 46 mm. Alors après, souvent on a un petit bombement au niveau du sinus de Valsalva, qui est toujours un petit peu plus dilaté. Il n'y a jamais de distinguo dans les recommandations entre l'aorte tubulaire et l'aspect du sinus de Valsalva. Il y a une question aussi d'harmonie, de dilatation aortique. Donc,
c'est compliqué l'aorte, parce qu'il y a 4 niveaux de mesure, c'est vraiment, vraiment compliqué d'avoir une attitude bien tranchée. Et les recommandations, je pense, seront difficiles à sortir, parce qu'il faudrait effectivement une cohorte importante, sachant que le risque est très faible. Moi j'ai une petite question par rapport à la torsion du thorax et la rotation du thorax. Je ne vois pas par quel mécanisme ça gênerait une aorte ascendante, le fait de tourner ton thorax. Tu vois la diapositive ou... Oui, je me rappelle. En fait, ça, je l'ai retrouvé en 2010. Il y a des recommandations qui sont spécifiques au traitement de l'aorte. Ils disent qu'il y a des effets de cisaillement et que les contraintes de cisaillement au niveau de l'aorte lors des rotations du thorax, notamment sur le golf ou dans certains lancers, les contraintes seraient un petit peu plus importantes et à risque que lorsqu'on fait un effort juste statique pur avec une montée tensionnelle. Donc c'est sûrement un petit peu comme on a sur la rupture de l'isthme ou la rupture de l'aorte sur la décélération. Merci. Donc je pense qu'on va passer à l'orateur suivant. On peut applaudir. Merci à tous, bon congrès. Donc maintenant on accueille Vincent. L'a fait. Voilà. Qui va nous parler cœur et pratique extrême des abysses à l'espace chaud et froid. Bonjour à tous. C'est possible de l'avoir à l'endroit? Parce que là, je suis à l'envers. Ça commence bien. Non, mais ça peut être sympa à l'envers aussi, hein, je suis d'accord. C'est qu'il y a quelqu'un qui a touché le réglage. Ouais, merci. Ouais. D'accord. Alors, quand les organisateurs m'ont proposé de faire un sujet sur cœur et ambiance extrême, j'étais super content. Puis après, ils m'ont dit, c'est une session flash, t'as 15 minutes. Alors là, j'étais super pas content. Bon, j'ai essayé de présenter de faire quelque chose de hyper synthétique. Et je suis parti des contraintes environnementales qui sont a priori les plus contraignantes sur le plan cardiovasculaire ou qui sont supposées être les plus contraignantes. Bien évidemment, la température, le taux d'oxygène, la gravité et la pression. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans chaque cas et puis après on verra un peu dans les ambiances depuis les abysses jusqu'à l'espace ce que ça peut donner. Alors en ce qui concerne la température, le chaud c'est quelque chose de bien connu, c'est vraiment la thermolyse qui pose problème. La thermolyse c'est quoi? C'est un ventilateur qui va essayer d'envoyer les calories en superficie vers le tissu cutané et ces calories devront être échangées avec l'extérieur, essentiellement par évaporation. Donc évidemment, le système cardiovasculaire est sollicité au premier chef, avec une vasodilatation périphérique et puis une perte hydrique, mais aussi une perte en électrolytes. En pratique, qu'est-ce que ça donne? Ça entraîne une augmentation du travail cardiaque. La perte d'électrolytes et la déshydratation peuvent favoriser l'apparition de troubles du rythme. La déshydratation peut favoriser, par hyperviscosité sanguine, les accidents thromboemboliques. Et puis quand ce système-là est dépassé, on en arrive au coup de chaleur. Alors ça, c'est la vision très générale par rapport à la chaleur, mais il ne faut surtout pas oublier que pour que le système soit efficace, ce n'est pas uniquement la sueur qui est importante, c'est l'évaporation. Et l'évaporation, elle ne sera efficace que dans une ambiance sèche. Et si on envisage de pouvoir faire des exercices assez importants à un taux d'humidité de 40%, eh bien, si on arrive dans une ambiance beaucoup plus humide, eh bien, on aura des difficultés à faire des exercices importants, ne serait-ce qu'à 25 degrés de température. Donc, quand on parle d'exercice et de chaleur, il ne faut pas oublier le caractère primordial du taux d'humidité parce qu'on est dans des circonstances qui sont totalement différentes. On va du côté du froid maintenant. Eh bien, le froid, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne l'inverse, une vasoconstriction périphérique, mais ça entraîne aussi une déshydratation. Et ça entraîne pourquoi une déshydratation? Parce que l'hyperventilation dans un milieu froid et sec entraîne une perte d'eau par perte ventilatoire. Donc on se retrouve un peu dans la même situation. Le froid entraîne essentiellement une déshydratation. Et l'autre circonstance où on est confronté au froid de manière importante, c'est la plongée sous-marine. Et la plongée sous-marine, par modification du volume sanguin et par répartition différente du flux sanguin
et apport on va le voir dans l'espace, c'est le même phénomène, c'est que le flux sanguin afflue vers le thorax, on a une augmentation des tensions auriculaires, une augmentation de la précharge et une perte hydrique plus importante. Le froid, il va entraîner aussi des modifications de la fréquence cardiaque, soit plutôt dans un sens de ralentissement, soit plutôt dans un sens de l'accélération. Tout dépend un petit peu de la façon dont le froid est appliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, le froid entraîne une bradycardie qui peut être très importante, essentiellement à l'exposition de la face. La face est très sensible aux variations de température et l'exposition de la face au froid entraîne des bradycardies qui peuvent être très importantes, surtout si on est dans un milieu conductif thermique très important comme l'eau. Et l'eau, ça conduit 25 fois plus que l'air, donc l'exposition de la face à l'eau entraîne des bradycardies importantes. On peut avoir à l'inverse des tachycardies, et ces tachycardies sont plutôt des expositions liées à l'exposition au froid des extrémités de manière un petit peu brutale. Sur le plan cardiaque, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, ici on avait une influence qui était plutôt de type sympathique, ici on va avoir une influence mixte de type sympathique ou vagal, mais avec une augmentation de travail cardiaque liée à la vasoconstriction, avec le risque d'apparition de troubles du rythme liés à la bradycardie, et avec bien sûr les ischémies périphériques que l'on connaît bien avec les engelures. Mais si on regarde de manière globale, on s'aperçoit que les extrêmes, que ce soit le chaud ou le froid, entraînent des effets cardiaques qui peuvent être un petit peu comparables. On abandonne la température, on va du côté de l'oxygène. L'oxygène, c'est le gaz de la vie, mais c'est le gaz de la vie pour nous. Nous qui sommes des grands consommateurs d'énergie, je rappelle que la vie sur Terre, elle s'est développée sans oxygène. S'il y avait eu de l'oxygène sur la Terre au tout début, on ne serait pas là pour en parler, parce que l'oxygène est un gaz excessivement toxique et oxydant. Et quelles sont les normes d'oxygène qui sont valables pour nous si on s'intéresse à l'air? Eh bien, on est en excès d'oxygène, on est en hyperoxie dès 20 mètres de profondeur en plongée. Donc on y arrive très très vite. En ce qui concerne l'hypoxie, eh bien, c'est aux alentours de 2500 mètres, raison pour laquelle les avions sont pressurisés en gros à ces altitudes-là. Donc on a à peu près cette marge où on peut travailler en normoxie, mais dès qu'on passe d'un côté ou de l'autre, on est en situation d'hypo ou d'hyperoxie. Juste une petite remarque, quand on est en haut de l'Everest, même si on respire de l'oxygène à 100%, on n'est pas très très loin de l'hyperoxie, de l'hypoxie, pardon. Alors, l'hyperoxie, ça fait quoi? Là aussi, ça fait une vasoconstriction périphérique qui est intense. Ça devrait faire une vasodilatation pulmonaire. Alors, pourquoi je mets un point d'interrogation? Parce que la seule situation en pratique sportive où on est en hyperoxie, c'est la plongée sous-marine. Or, les études montrent que ce n'est pas le cas. On ne sait pas pourquoi. En plongée sous-marine, il n'y a pas de vasodilatation pulmonaire. Et pour l'instant, on n'en a pas l'explication. Et puis, il y a tout le stress oxydatif avec la production de radicaux libres. Sur le plan cardiaque, on va être confronté à de la bradycardie, à une augmentation du travail cardiaque, à un risque d'œdème pulmonaire qui est lié à l'augmentation de la post-charge, mais aussi à la toxicité directe de l'oxygène sur la membrane alvéolo-capillaire. Bien sûr, on a le risque d'ischémie myocardique. Et là, je fais juste une petite parenthèse pour rappeler que l'hypertension artérielle, c'est une maladie de la vasomotricité et que cette maladie de la vasomotricité fait que les gens qui sont hypertendus ont une très très mauvaise adaptation à l'hyperoxie. Juste pour insister sur le fait que hypertension artérielle et plongée sous-marine, il faut être très très méfiant. L'hypoxie, donc essentiellement l'altitude, on va avoir le phénomène inverse. On va avoir une vasodilatation périphérique, une vasoconstriction pulmonaire et une hyperventilation de compensation. Sur le plan cardiaque, eh bien, on va avoir plutôt une tachycardie, mais on va voir aussi une augmentation du travail cardiaque et on va avoir aussi le risque d'œdème pulmonaire lié à l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc là aussi, on se retrouve finalement dans une circonstance où, que ce soit d'un côté ou de l'autre, les effets cardiovasculaires ne sont pas si éloignés que ça. La gravité. La gravité, il y a d'une part l'hypergravité. L'hypergravité sont surtout les accélérations. Alors pour faire simple, lors d'une accélération, il y a deux phases. Il y a la phase de démarrage de l'accélération, c'est-à-dire la mise en place de l'accélération. Et là, on a un effet plutôt de type sympathique. Mais si on maintient l'accélération pendant une longue durée, à ce moment-là, il va y avoir une balance qui va se faire complètement pour un effet de type parasympathique.
Donc on va avoir essentiellement des phénomènes de tachycardie avec risque de trouble du rythme, et d'un autre côté, lors du maintien d'une accélération de longue durée, un risque de bradycardie, voire de pause cardiaque. Si on va en apesanteur, alors là, c'est quelque chose qui est totalement différent. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une redistribution complète de la volémie. Donc le sang, au lieu de stagner dans les zones déclives, il va se répartir dans tout le reste de l'organisme, essentiellement avec une répartition préférentielle pour le haut du corps, le thorax et la tête. Et ça va avoir des effets qu'on va voir tout à l'heure sur le plan physique. Deuxième effet très important sur le plan cardiovasculaire, c'est une désadaptation complète du baroréflexe qui ne pose pas tellement de problèmes pendant le vol spatial, mais qui pose d'énormes problèmes au retour sur Terre. Alors, qu'est-ce qu'on observe dans ces cas-là? Ce n'est pas des phénomènes cardiovasculaires, parce que globalement, c'est relativement bien toléré. On a des phénomènes de ce qu'on appelle la moon phase ou les chicken legs, et puis aussi une déshydratation importante, surtout pendant les premiers jours du vol. Alors, la moon phase, c'est quoi? La moon phase, c'est ça. Voilà. Voilà des photos de spationautes avant le vol, pendant le vol. Vous voyez, une faciès un peu infiltrée. On a l'impression qu'il est un peu sous corticoïde. Alors là c'est encore mieux parce que vous avez en plus le space brushing. Hein, ça donne pas quelque chose de très heureux, mais enfin, on voit vraiment ce que ça donne. Et là, vous avez un autre aspect caricatural avant le vol, pendant le vol. Les chicken legs, c'est la même chose. Vous avez une spationaute avant le vol et après quelques heures de vol. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est un phénomène qui est transitoire. Hein, Enfin, on termine avec la pression. L'hyperbarie, eh bien, c'est un fantasme. La pression, on en a très peur sur le plan cardiovasculaire. Et en fait, on s'aperçoit que l'organisme tolère très bien la mise en pression. Et les expériences qui ont été faites à Marseille jusqu'à 700 mètres en plongée expérimentale montrent que le système cardiovasculaire il tolère très bien dans la mesure où on respire un gaz qui est à la même pression. Et c'est là où il y a peut-être des petits problèmes. Respirer un gaz mis sous pression, c'est un gaz de haute densité, donc ça augmente le travail ventilatoire et donc il y a des contraintes mécaniques sur le cœur qui peuvent éventuellement provoquer une altération diastolique. L'hypopression, ce n'est pas documenté. Alors il y a énormément de papiers sur hypobarie, hypoxie, ça c'est l'altitude, mais hypobarie isolée, on ne sait pas trop ce que ça fait. Vraisemblablement, c'est très bien toléré. Finalement, là où il y a le plus d'hypobarie, j'allais dire normoxique, c'est le programme Apollo. Le programme Apollo, c'est 1/3 d'atmosphère en oxygène pur. Donc on se retrouve en hypobarie et en légère hyperoxie. Et dans le programme Apollo, on n'a rien décrit de majeur sur le plan cardiovasculaire. Donc, si on combine tout ce qu'on vient de dire dans des situations particulières, eh bien, quand on va vers le fond, qu'est-ce qu'on a? On a du froid, on a l'hyperbarie, on a de l'hyperoxie, de l'hypogravité, et en plus, on peut éventuellement avoir de l'apnée. Et là, on développe ce qu'on appelle le réflexe de plongée, c'est-à-dire de la bradycardie, de la vasoconstriction et une baisse du débit cardiaque. Et si on rajoute l'apnée, on a en plus une contraction splénique. Et si on rajoute l'hypogravité, on a un peu le moon face et le chicken legs du plongeur. Donc on se retrouve dans une situation qui, globalement, est à ambiance qui est paradoxale sur le plan neurovégétatif, mais à nette dominance vagale. Et moi, j'aurais tendance à dire que c'est une adaptation facilitante, c'est-à-dire que c'est une adaptation qui aide l'organisme à s'adapter à ces contraintes exceptionnelles. On verra tout à l'heure que ce n'est pas toujours le cas. Alors, globalement, ça se passe bien. Hein, le système cardiovasculaire en plongée n'est pas vraiment une limite. Je remets une petite couche sur l'hypertension artérielle. Attention, hypertension artérielle et plongée, ça peut poser des problèmes parce que les phénomènes de vasoconstriction ne sont pas bien contrôlés. Donc dans la mesure où les procédures de plongée sont respectées, sur le plan cardiovasculaire, ça se passe plutôt bien. Si on va du côté de la chaleur, on va se retrouver en ambiance de chaud, puis après c'est la normobarie, la normoxie, la normogravité, du moins jusqu'à preuve du contraire. Et là, ce qui domine nettement, c'est la thermolyse, avec ce qu'on a vu tout à l'heure, tachycardie, déshydratation, trouble du rythme. Là, on est dans une ambiance qui est nettement à dominante sympathique, et c'est une adaptation
que j'aurais tendance à qualifier de pénalisante. Pourquoi pénalisante? Eh bien parce qu'elle entraîne des déficits, et ces déficits, on n'a qu'une seule solution pour y remédier, c'est de combler les déficits. Donc c'est la compensation. Et puis c'est une adaptation pénalisante en termes d'énergie, parce que ça coûte beaucoup d'énergie d'effectuer cette thermolyse. Alors pour lutter contre ça, eh bien, il y a la compensation en eau, la compensation en électrolytes, et puis aussi la compensation en calories. Il est tout à fait possible de refroidir l'organisme, il est tout à fait possible d'envisager des séances de refroidissement préventives, mais c'est de la compensation, ni plus ni moins que de la compensation. Deuxième élément très important, c'est l'acclimatement. L'organisme a des capacités de s'acclimater à un climat chaud, dans la mesure où ce climat n'est pas trop humide, en sachant que l'acclimatement, c'est une durée d'au moins 10-12 jours. Et ça, c'est incompressible. Donc, il faut tenir compte de ce délai-là quand on envisage des efforts physiques dans des conditions très chaudes. Et puis, on l'a vu tout à l'heure, la limite, c'est l'hygrométrie. On a beau faire tout ce qu'on veut, à partir du moment où le degré d'hygrométrie est très important, la capacité d'adaptation de l'organisme est de toute façon limitée. Un petit mot sur les sports mécaniques, parce que là, on se retrouve dans des situations qui est très très comparable à celle de la chaleur, mais en plus, il y a deux notions qui sont les accélérations, qui sont surtout antéro-postérieures et latérales, et puis l'apnée. Donc on va se retrouver dans une situation qui est comparable à celle de tout à l'heure, avec ces accélérations qui vont en plus ajouter un aspect vagal dans la pratique du sport, surtout pendant les courbes, surtout si ces courbes sont prolongées. Et ça, c'est quelque chose qui est bien connu de Jean Gaultier. Il y a aussi l'apnée qui va se surajouter essentiellement pendant les courbes pour des raisons techniques de pilotage. Et cette apnée va ajouter, j'allais dire, une couche de stimulation neurovégétative paradoxale avec une stimulation vagale très importante. Donc on est globalement sur une dominante sympathique, mais avec des risques de période vagale qui vont entraîner un déséquilibre sur le plan neurovégétatif. Et là aussi, on est sur une adaptation globalement de type pénalisante. Les moyens de lutter contre ça sont la compensation, mais c'est très difficile pendant une course d'arriver à compenser les pertes hydriques. Et puis, très important, le conditionnement physique et le conditionnement psychologique, parce que vous l'imaginez, là aussi, on se retrouve dans une situation de stress psychologique très important. La haute montagne, on se rapproche de l'espace. La haute montagne, c'est essentiellement le froid, l'hypobarie, l'hypoxie et la normogravité. On va se retrouver dans une situation de tachycardie, d'hypertension artérielle pulmonaire, en sachant que les pressions systémiques, elles, sont globalement respectées. Globalement, la fonction systolique est respectée et il y a aussi une importante déshydratation. La dominante est plutôt sympathique, mais là, on est sur une adaptation plutôt facilitante qui va permettre à l'organisme de bien s'adapter à ces conditions. Les adaptations facilitantes, elles ont un avantage, c'est qu'elles sont de durée, j'allais dire, presque illimitée, alors que vous avez vu que tout à l'heure, la compensation nécessite, si on n'a pas la compensation, on ne peut pas on ne peut pas persister dans cet entraînement. La limitation de la haute montagne, c'est la limitation de la VO2. Alors la limitation de la VO2, ce n'est pas linéaire. En gros, ce qu'on peut retenir, c'est que chaque fois qu'on monte de 1000 mètres, on perd 5% de VO2 jusqu'à 5000 mètres. Mais au-delà de 5000 mètres, chaque fois qu'on monte de 1000 mètres, c'est 15% de VO2 en moins. L'entraînement est aussi une notion très importante de susceptibilité individuelle. Là, on ne sait pas pourquoi, mais certains sujets sont bien adaptés à l'altitude et d'autres non. Voilà, je finirai avec l'espace. L'espace, ce qui compte surtout, c'est la pesanteur. Et les accélérations globalement du démarrage sont globalement bien tolérées sur le plan cardiovasculaire. Ce qui se pose problème, c'est la volémie, on l'a vu tout à l'heure, l'atténuation du baroréflexe et la fonte musculaire. Pour lutter contre ça, eh bien, c'est surtout l'activité physique pendant le vol et au retour, la réhydratation et la réadaptation du système du baroréflexe. Voilà, je finis simplement avec quelques références de biblio et en conclusion, qu'est-ce qu'on peut voir dans toutes ces adaptations?
c'est que l'organisme a essentiellement deux systèmes d'adaptation. C'est le système nerveux autonome et la volémie. Le système nerveux autonome, ce sont des adaptations plutôt de type facilitante, les autres de type pénalisante qui sont liées à l'homéostasie. Si l'on regarde par rapport à l'évolution, ça, ce type d'adaptation-là, c'est quelques dizaines de milliers d'années. Ça, ce type d'adaptation-là, c'est quelques dizaines de millions d'années. Donc, si on voulait s'adapter à la chaleur, il faudrait qu'on ait des oreilles d'éléphant ou des oreilles de fennec. Il faudrait qu'on sache concentrer l'urine comme un chameau. Ça prend très longtemps. Juste un exemple, pour transformer un ruminant du début du tertiaire en gentil dauphin du quaternaire, il faut à peu près 50 millions d'années. Donc ce type d'adaptation-là est très longue à venir. On peut retenir que si on a une intégrité du système cardiovasculaire, si on respecte le triptyque entraînement, acclimatement, très important à ne pas oublier, y compris pour l'altitude, bien sûr, et compensation, eh bien, globalement, on peut faire des choses sympas. Voilà. Merci Vincent. On va peut-être passer directement à Jean-Claude et les questions. Voilà. Merci beaucoup. Donc Jean-Claude, je te laisse t'organiser avec Florian. Tu commences et Florian enchaîne, c'est ça? Vous avez fait un topo à deux, semble-t-il. On va être épatés, je crois. Bon, bonjour à toutes et à tous, hein, évidemment heureux d'être là. Auprès de François Passard, évidemment, puisque c'est un grand ambassadeur du vélo, avec toutes les caractéristiques du cycliste de route, n'est-ce pas, et tous ses charmes, pendant et après. Mais surtout, pour une fois, je vous amène quand même quelqu'un qui vous n'auriez pas pu avoir sans moi. Et donc voilà, c'est clair, je veux dire que Florian, c'est un être exceptionnel qui a le sens de l'amitié. Et ce sens de l'amitié l'a obligé à prendre sa voiture ce matin à l'aube et de venir jusqu'à nous. Alors, je ne vais pas être trop physiologiste, hein, parce que je veux surtout qu'il parle et qu'il vous aide à comprendre un peu mieux un domaine qu'on ne connaît en fait pratiquement pas. On va y aller. C'est pas toi qui appuie cette fois-ci, non? C'est Florian. Oui. Allez, non, on y va. Non, parce que alors, j'ai essayé de ne pas me casser la gueule, ça sera déjà ça. Alors, le vélo, non, tous les vélos. Alors là, on reconnaît le grand-père de François Passard, ou équivalent, qui fumait sa cigarette en buvant de la bière ou du pinard pendant qu'il faisait les grandes courses. La suivante, eh bien, la piste, ça n'a rien à voir. Alors oui, le lieu se prête vraiment à vous décrire un peu le cyclisme sur piste, ce que ça représente. Donc quelques caractéristiques. Donc il y a les épreuves de sprint. Donc l'épreuve la plus courte, c'est 200 mètres lancés, chronométrés, qui représente 9 secondes 34, le record du monde chez les hommes. Et le kilomètre pour le sprint, l'épreuve la plus longue, et c'est 56 secondes, un peu plus de 56 secondes, le record du monde. Donc les vitesses atteintes sur un vélodrome, les vélodromes les plus rapides, 76 km/h. Donc ça dépend des types de pistes. Ici, le vélodrome à Roubaix fait 250 mètres, c'est le format olympique. Il y a des pistes qui sont plus petites, 200 mètres, ou plus grandes, 333 mètres. Le vélodrome à l'extérieur qui accueille l'arrivée de Paris-Roubaix fait 500 mètres. Autrefois, les vélodromes faisaient 400 ou 500 mètres puisqu'ils étaient construits autour des stades. Aujourd'hui, toutes les compétitions mondiales, internationales, donc, et les Jeux Olympiques se déroulent sur des vélodromes de 250 mètres par 7 mètres de large. Et l'inclinaison, vous avez pu vous apercevoir, c'est assez pentu, c'est entre 43 et 45 degrés d'inclinaison. Et les matériaux utilisés, aujourd'hui, la plupart des vélodromes sont réalisés en bois. Donc c'est le meilleur revêtement pour la vitesse, puisqu'il y a une très très bonne planimétrie, un très bon rendement, et les frottements sont moins importants que sur le ciment ou sur certains vélodromes extérieurs en goudron. Alors, il y a d'autres formes de vélo, hein. J'aime beaucoup cette diapo, puisque c'est Fédération française de cardiologie, je crois, hein, et donc les gens qui en sont tous coronariens, là, eh bien, font du vélo. On a un point commun, les abréviations avec la Fédération française de cyclisme. Alors, je ne sais pas si ce sont des médecins ou des cyclistes, mais en tout cas, on partage la même passion, et en tout
tout cas, la médecine promouvoit beaucoup le cyclisme pour ses bienfaits. Alors ça, j'ai repris ça parce que je voulais des commentaires, parce que quand j'ai cherché un petit peu finalement la bicyclette, je suis tombé sur un monde. Alors j'arrivais même pas à savoir le nombre de licenciés, même pas à savoir le nombre de clubs, ça bouge tout le temps. Et la seule chose qui m'avait intéressé dans le diaporama, c'était le vélo couché. Alors le vélo couché, oui, a été intégré à la Fédération française de cyclisme il y a très peu de temps. Donc il y a des records de vitesse puisqu'il y a des vélos carénés, des vélos couchés. Et il y a des vitesses qui sont atteintes aux alentours de 100 km/h. Alors l'avantage en vélo couché, sur le plat, il y a un dossier et donc on peut exploiter énormément de force et de puissance. C'est ce qui permet d'aller très très vite et surtout beaucoup moins de résistance à l'air par rapport à une position classique. Aujourd'hui, pour un cycliste, pour se déplacer, 90% de la résistance à vaincre, c'est l'air. Donc on se rend bien compte en étant couché, moins de résistance à l'air et la possibilité d'utiliser un braquet beaucoup plus important puisqu'on a beaucoup plus de force avec le dossier et d'utiliser les lombaires. Voilà, donc effectivement, la Fédération française de cyclisme, c'est à peu près 120 000 licenciés. Aujourd'hui, en France, il y a beaucoup plus de pratiquants en cyclisme. Il n'y a pas besoin d'avoir une licence pour pratiquer le cyclisme en compétition. Il y a beaucoup d'épreuves de masse, comme au marathon. On appelle ça des cyclosportives. Il suffit d'un certificat médical de non-contre-indication pour pouvoir justement faire de la compétition ou de la randonnée. Et il y a également une autre fédération qui représente beaucoup plus de licenciés que la Fédération française de cyclisme, c'est la Fédération française de cyclotourisme, où il y a un peu plus de 150 000 licenciés, donc, ce qui représente un volume important en termes de licenciés quand même. Bon, donc tout le monde fait du vélo, couché, debout, et ainsi de suite. Alors après, pardon Jean-Claude, je peux décrire rapidement, effectivement, donc du vélo, il y en a pour tout le monde. Le vélo sur route que l'on connaît avec le Tour de France, principalement de l'endurance, mais aussi donc, des disciplines un peu plus confidentielles comme le polo vélo. Donc, là, la monture n'est pas la même qu'à cheval, mais ça se joue pareil avec un maillet, donc très, très peu de pratiquants quand même en France. Le cyclisme artistique, donc c'est un peu plus proche du cirque, voilà. Et puis le cycle-balle, donc c'est un peu comme un match de football en opposition donc contre deux avec des buts. Et puis les disciplines olympiques, donc la route, le cyclisme sur route, le cyclisme sur piste, le BMX, ou appelé bicross, mais appelé plutôt maintenant le BMX, et le VTT en cross-country. Ce sont les 4 épreuves, spécialités qui seront aux Jeux Olympiques à Rio cet été. Bon, celle-là, vous l'avez déjà vue, vous la connaissez par cœur, et quand on regarde où est le vélo, en haut à droite, ça fait peur, puisqu'on se dit qu'il va y avoir, eh bien, certes, une dépense énergétique importante, mais surtout des résistances très importantes, et ça peut résonner sur ce qu'on a vu de l'aorte, et c'est pour ça que, Florian, on vérifiera ton aorte cet après-midi lors de l'échographie d'effort. La suivante, on avait vu en fin de carrière. On avait vu. Mais enfin, heureusement, ce n'est pas qu'un coût énergétique énorme. Oui, alors le cyclisme a cette particularité, on peut avoir des faibles coûts énergétiques, tout dépend de l'intensité qu'on va y mettre, vous comprenez bien. Le cyclisme sur piste, il y a des intensités beaucoup plus fortes qu'en cyclisme sur route, de par le matériel aussi, puisque sur un vélo de piste, on ne peut pas changer de vitesse, on part avec un braquet. Donc les accélérations ou l'intensité ou la cadence de pédalage peut avoir une incidence bien sûr sur la puissance, mais aussi sur la fréquence cardiaque. Bon, la suivante s'il vous plaît. Alors là, on arrive au cœur du débat. Faut-il faire du vélo sur route? Faut-il faire du vélo sur piste? Alors quand on regarde les métabolismes mis en route, ben on voit qu'il y a une opposition très nette, puisqu'on voit que le métabolisme anaérobie, donc anaérobie alactique ou lactique, donc sont beaucoup plus prépondérants sur la piste versus sur la route, puisqu'on voit que la route, c'est surtout du métabolisme aérobie à 80%. La suivante, ouais, et encore une fois, voilà. Et donc là, je te laisse montrer là où tu brilles. Vous connaissez tous cette diapo, ce schéma. Bien sûr, sur piste, donc les épreuves d'intensité, de sprint. Il y a beaucoup d'épreuves de sprint sur piste. Plus l'intensité est élevée, moins l'effort, on pourra maintenir l'effort. Et plus l'intensité sera basse, comme sur la route,
plus on pourra maintenir un effort de longue durée. On peut avoir la suite. Oui, merci. Alors justement, comment est-ce qu'on va évaluer le sujet qui fait ce type de discipline? Alors, les évaluations pour les jeunes cyclistes déjà entraînés, qui vont être détectés déjà par leur qualité physique, vont passer un certain nombre d'efforts, de tests, pour évaluer un peu justement leur capacité musculaire, puisque c'est surtout ce qui va être déterminant dans la performance en sprint. Donc bien sûr le test de détente verticale, et puis les tests aussi en laboratoire où on détermine la puissance maximale, justement les pics de puissance. C'est ce qui est intéressant pour les sprinteurs, de développer des très fortes puissances très très rapidement, et c'est ce qui va permettre d'exprimer des niveaux de vitesse élevés et pour établir des chronos ou des records. Donc la relation force-vitesse sur les sprints de 6 secondes, c'est effectué en laboratoire, mais aussi dans l'entraînement régulièrement, puisqu'on évalue la progression de l'entraînement avant les compétitions sur ce genre de test. Et puis c'est ce qui permet aussi l'aide à la décision sur les choix de braquet. Sur un vélo de piste, il n'y a pas de changement de vitesse. Donc cette relation force-vitesse qui va donner des cadences optimales, ce qu'on appelle des VOPT, à quelle cadence on développe le plus de puissance. Donc c'est assez variable entre les sprinteurs. Un sprinter à haut niveau, un garçon, aujourd'hui sa puissance maximale la développe aux alentours de 135 tours minute. Donc c'est assez élevé en comparaison à un routier sur route, puisque l'effort est beaucoup plus long. Les fréquences de pédalage moyennes sont aux alentours de 85 ou 90 tours minute sur une étape qui fait 5 ou 6 heures. Et sur un contre-la-montre, où c'est un peu plus court, un contre-la-montre entre 30 minutes et 40 minutes, ce sont des fréquences de 100 à 110 tours. Un sprinter, en maximum, il peut monter jusqu'à des cadences de pédalage de 140 à 150 tours minute. Est-ce qu'il y a des gens qui pratiquent ce type de test auprès de leurs sportifs? 1, 2, 3. Donc c'est rare, hein? Ce type de test est très rare. Hein? Et alors, est-ce que tu es content, toi, de ces tests-là et des résultats que les 3 personnes-là peuvent te fournir? C'est intéressant. Est-ce que tu peux exploiter ça, toi, maintenant que tu es passé de l'autre côté? Exploiter les résultats de leurs tests, quoi. Oui. Tous les tests sont importants dans la prise de décision pour l'entraîneur, pour le coach. Ce sont des indicateurs. À un moment donné, donc, c'est l'athlète qui va toujours réaliser la performance, mais en tout cas, on a besoin d'un certain nombre d'éléments pour choisir le braquet, j'en parlais tout à l'heure, en tout cas, ou affiner aussi et adapter, parce que l'entraînement à haut niveau, c'est essentiellement ça, des phases de développement et d'adaptation, mais à un moment donné, pour trouver le pic de forme, justement, réguler la charge d'entraînement et les exercices bien spécifiques en période d'affûtage. Et pour terminer, le Wingate, donc c'est un test qui est très peu réalisé chez le sportif, le sprinter, hein, les sportifs que j'entraînais jusqu'en 2012, puisque j'étais entraîneur de l'équipe de France de sprint jusqu'en 2012. Il était fait régulièrement à l'entraînement, donc on avait, pour développer cette capacité de résistance et la tolérance au lactate. Donc le Wingate, en général, est réalisé chez les jeunes. Donc en termes d'implication mentale chez le jeune, c'est assez facile parce qu'il découvre ce test quand il a 15 ou 16 ans. Après, lorsque les sportifs entraînés connaissent ce test, il y a toujours une petite marge où ils ne donnent pas tout ce qu'ils ont, puisque c'est quelque chose de très douloureux et qui fait très très mal. Voilà. Et donc c'est toujours difficile pour un sportif de haut niveau parfois de se livrer à 100% sur des évaluations de laboratoire. Et alors, si nous on fait l'épreuve d'effort classique avec l'analyse des échanges gazeux dont on est très très fier, est-ce que ça t'aide? Est-ce que ça t'apporte quelque chose? Alors, la VO2 max chez un sportif, enfin un sprinter, un cycliste, moi je m'en servais pas en tant qu'entraîneur. C'est pas un facteur de performance. Par contre, c'était obligatoire pour le SMR, le suivi médical réglementé. Et les sprinters avaient du mal à s'engager dans ce test, tout simplement parce qu'ils ne travaillaient pas sur la même filière. Le protocole était donc une incrémentation toutes les minutes ou toutes les 2 minutes, justement pour aller chercher la fréquence cardiaque maximale et déterminer les seuils. Et souvent, il y avait une limite liée à la fatigue musculaire, puisqu'ils étaient très très peu endurants. Et aujourd'hui, donc, il y a une évolution pour que ces sportifs puissent justement se livrer à fond dans cette évaluation du SMR. Donc les protocoles ont changé. Aujourd'hui, à l'Institut national des sports, il y a un protocole où ils répètent
des successions de sprints de relations force-vitesse où ils arrivent à déterminer la VO2 max chez les sprinteurs en leur faisant répéter une succession de sprints. Et donc là, l'implication mentale est beaucoup plus facile puisqu'ils se retrouvent à travailler sur ce qu'ils ont l'habitude, sur leur filière énergétique. Alors donc, on arrive à la traduction pratique qui fait un petit peu peur. Donc toi, tu étais aussi dans les 2500 watts en puissance max, c'est bien ça? Non, beaucoup moins que ça. Il est modeste, il est modeste. Enfin, quand je vois Pmax, un Pistard 2000-2500 watts, bon, donc c'est quelque chose de très interpellant, mais enfin, on comprend un peu mieux la puissance des individus qui arrivent à faire ça. Alors juste sur la diapo d'avant, donc effectivement, donc pour les 2500 watts, ce sont des puissances instantanées, des puissances pics. Donc chez les garçons, une fille à haut niveau, c'est 1600 watts à peu près. Et donc ces puissances, on ne peut pas les maintenir très très longtemps. C'est une puissance pic. Les moyennes chez un sprinter, un garçon peut maintenir à peu près 1500 watts pendant 15-16 secondes. Alors donc, on connaît bien tous quels sont les facteurs de performance sur la route, la VO2 max, l'endurance aérobie et le rendement mécanique qui permettent d'avoir la vitesse qu'un sujet pourra faire lors des épreuves de longue durée. Ce qu'on connaît moins bien, donc la suivante, s'il vous plaît, merci, ce sont les facteurs de performance sur la piste. Alors j'en ai parlé, donc deux catégories d'efforts sur la piste, les épreuves de sprint, donc de 200 mètres à moins de 10 secondes d'effort chronométré, puisqu'il y a la phase de lancement, c'est un sprint lancé, donc qui correspond à entre 15 et 20 secondes d'effort, et puis l'épreuve la plus longue pour le sprint, qui est le kilomètre, 1 minute au niveau de la mer et à peu près 56 secondes en altitude. Et les épreuves d'endurance, donc là on n'est pas sur de la grande endurance, on pourrait qualifier ça de demi-fond comme en athlétisme, puisqu'on est sur des épreuves maximum d'1 heure, mais le métabolisme principalement sollicité, c'est aérobie, et puis bien sûr aussi quand même la filière un peu lactique, et on retrouve dans ces épreuves d'endurance la poursuite individuelle ou par équipe, qui est sur 4 km, on se retrouve sur des efforts de 4 minutes ou un peu moins de 4 minutes par équipe. L'américaine, c'est une course en relais par 2, donc c'est 50 km. Au dernier championnat du monde, les 50 km, c'est moins d'1 heure, c'est 57 km/h de moyenne. Et puis la course au point qui se déroule sur 30 km. Et puis l'épreuve olympique l'Omnium. Donc ça, c'est une épreuve combinée, un peu au même titre que le décathlon en athlétisme, où il y a 6 épreuves, donc du sprint à des épreuves d'endurance, à des épreuves de poursuite, à des épreuves en peloton. Et le but étant de marquer un maximum de points en étant bien classé dans les épreuves. Alors les qualités pour le sprint, bien sûr, c'est principalement, on développe à l'entraînement les qualités de force, tout en essayant de conserver justement la vitesse. La vitesse pour nous en cyclisme, c'est la cadence de pédalage. Donc la vélocité, toujours conserver ses qualités de contraction neuromusculaire. Et puis bien sûr la coordination. Et l'endurance, donc principalement le développement de la VO2 max. Les coureurs qui courent sur piste en endurance, 95% de leur activité se fait sur la route. Et ils viennent uniquement préparer des Jeux Olympiques ou des Championnats du Monde de façon épisodique sur des stages pour travailler vraiment spécifiquement avec le vélo de piste qui a un pignon fixe et puis avec des positions un peu particulières par rapport à la route, puisqu'au niveau aérodynamisme, on peut le travailler un peu plus que sur la route puisque les efforts sont beaucoup plus courts. Et puis la coordination, la vélocité, on retrouve aussi cette thématique, ces points à travailler, puisque le braquet, on ne peut pas le changer pendant les épreuves, et donc il faut avoir cette capacité, parfois lors des sprints, par exemple sur une course d'1 heure, d'avoir des fréquences de pédalage de 100-110 tours en moyenne, et de monter sur des sprints à 150 ou 160 tours minute. Voilà. Et puis l'autre qualité sur les épreuves d'endurance, c'est la perception de l'effort, la gestion de l'effort, d'être capable d'enchaîner les tours au centième ou au dixième. Donc les coureurs de haut niveau ont cette capacité à enchaîner plusieurs tours en étant vraiment des métronomes, en respectant bien leur seuil. Donc il y a toujours le coach sur le bord de la piste en feedback qui peut donner des informations, mais ils ont cette capacité vraiment à avoir cette perception de l'effort et à bien se connaître pour rouler le plus régulier possible. Donc les moyens qu'on a pour évaluer donc, la puissance du fourni. Donc la diapo suivante, s'il vous plaît, merci. Donc oui, je voulais quand même en avoir une, parce que là, il est poursuivi. Donc je pense qu'il était dans les 2000-2500 watts quand même ce jour-là, avec les Allemands, les Américains, tout le monde qui le poursuivait, mais qui ne l'ont pas rattrapé. Alors oui, ça c'est une photo des Jeux Olympiques. Donc il y a de l'évolution, puisque maintenant, il y a un peu plus de 10 ans. Donc les vélos jouent un rôle important aussi dans la performance, mais surtout, j'en parlais tout à l'heure, 90% de la résistance à vaincre
en cyclisme, c'est l'air. Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup donc, sur le vélo, bien sûr, l'aéro, mais aussi sur les textiles et les casques qui ont beaucoup évolué. Donc on peut s'apercevoir qu'il y a un coureur là, qui a un casque ajouré. Donc aujourd'hui, sur piste, on ne voit plus justement ce type de casque. Les casques sont complètement fermés avec des visières intégrées, puisque ce sport est chronométré au millième et parfois on peut gagner ou perdre pour un millième. Et là, donc, c'était un sprint aux Jeux Olympiques en 2000 à Sydney. Alors, donc, un exemple d'entraînement, parce qu'on n'y connaît rien. Et moi, ce qui m'a surpris quand tu m'as montré cette diapo, c'est qu'il y a matin et après-midi. Donc, ça veut dire que 2 fois par jour, vous avez le droit d'aller faire du vélo. Alors là, c'est en 2012, lors de la préparation des Jeux Olympiques de Londres. Donc voilà, une semaine type, on était, vous voyez, J-37 jours de l'échéance olympique. Donc l'entraînement, c'est souvent du bi-quotidien, donc avec une dominante de force pour le sprint. Vous voyez, le lundi matin, il y avait une séance de musculation en salle. Donc ce qui est important, c'est la prise de force ou le maintien de la force. Donc on travaille, les coureurs travaillent principalement sur la force max. Et ce qui est important, c'est le transfert, en fait, le transfert de la force au geste cycliste. Et c'est pour ça que tout de suite, après un entraînement de musculation, il y a toujours au moins 10 minutes de vélo avec très peu de résistance, avec 1 ou voire 2 accélérations sur 6 secondes. Et l'après-midi, donc, on repart sur un entraînement et toutes les formes de force que l'on peut développer. Donc là, c'était de la force explosive. La force explosive, c'est de la force de démarrage, puisqu'il y a des épreuves qui partent arrêtées. Donc des répétitions d'efforts sur 6 secondes. Donc là, il y en avait très très peu, mais on peut remonter jusqu'à entre 12 et 14 répétitions toutes les 5 minutes avec, en alternant jambe droite, jambe gauche pour développer la force de démarrage. Et puis on va retrouver toutes les formes de force. Donc la force vitesse, vélocité. Dans ma terminologie, la force vitesse, donc bien sûr la puissance, mais plutôt vélocité. Donc de travailler justement sur un peu plus de cadence, puisque la veille on avait travaillé sur des fréquences de pédalage très très basses. Et puis on retrouve au moins 2 à 3 fois par semaine des séances de musculation. Et puis là, pour le sprinter aussi, donc le mercredi en milieu de semaine, on travaillait quand même un peu la PMA, la VMA derrière moto. Les sprinters font très très peu d'endurance, mais un tournoi de sprint se déroule sur 2 jours, et donc il fallait quand même développer un petit peu d'endurance, un minimum d'endurance pour pouvoir encaisser ces charges d'entraînement au quotidien, et puis un tournoi de sprint qui peut durer 2 ou 3 jours. Voilà. Alors, pour pouvoir suivre tout ça, donc tu te sers évidemment de la puissance. Suivante, s'il vous plaît. Donc, mais la puissance ne suffit pas, tu l'as très bien dit, les vitesses de pédalage, quand on entend parler de 130, 140 tours par minute, c'est juste un peu interpellant, surtout pendant longtemps. Et puis la suivante aussi, la fréquence cardiaque, et on voit bien qu'en fonction de l'entraînement et en fonction des contraintes extérieures, elle peut varier énormément. Et enfin, le 3e item, eh bien, c'est donc la perception de la difficulté de l'effort. Alors, parmi ces paramètres, lesquels, toi, tu utilisais le plus en tant qu'entraîneur ? En tant qu'entraîneur, bien sûr, c'est un sport mesuré sur piste, donc le chrono, le premier indicateur de la performance, même à l'entraînement. Mais aujourd'hui, dans l'entraînement de haut niveau, on ne peut plus se passer des capteurs de puissance. C'est ce qui va permettre d'avoir un retour sur ce qui est réalisé par l'athlète. Et puis là-dedans, on peut tirer beaucoup de choses. Donc des valeurs pics s'il y a de la progression, des plateaux de puissance, mais aussi détecter de la fatigue. Ce qui est très très, très important pour l'entraîneur quand on planifie, c'est justement de bien calibrer toutes les charges. Et aujourd'hui, les capteurs de puissance, on ne peut plus s'en passer. C'est utilisé même en compétition. On a un retour en compétition. Et puis bien sûr, la fréquence cardiaque est utilisée, mais à moindre mesure chez le sprinter, puisque ce n'est pas déterminant dans la performance. Après, il y avait tout un ensemble d'indicateurs, bien sûr, la communication avec son athlète, le retour, le vécu, l'observation. Et puis moi, j'ai travaillé pendant 8 ans avec l'IRBA, l'Institut de recherche biomédicale des armées, sur des marqueurs sur la prévention de la fatigue, donc qui était au niveau salivaire. Donc c'était pas invasif, c'était assez facile pour les sportifs, avec un questionnaire. Pour avoir un indicateur, je me fie pas qu'à ça, mais c'était l'ensemble des indicateurs qui pouvaient m'aider à arrêter l'entraînement, ou à diminuer l'entraînement, ou à augmenter, ou à vouloir insister un peu plus dans des périodes de développement à l'entraînement. La suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, c'était là où on voit que ça fait mal, mais qu'il faut y aller. La suivante.
Alors, on m'avait demandé de faire parler des vélos à assistance électrique. Donc, je l'ai fait. J'ai fait la biblio, la suivante. Donc, il y a différents types d'assistance électrique. Après la suivante, il y a différents types de batteries pour les recharger. Donc, tout ça, vous l'avez. C'est pour que vous puissiez mieux conseiller les gens qui veulent faire de l'activité avec une assistance. La suivante, il y a une réglementation. Et donc, on sépare les vélos qui ne dépassent pas de 25 km/h de ceux qui dépassent 25 km/h. La suivante, et on arrive justement au vélo électrique rapide. Et ça devient un vrai vélo moteur, puisqu'il a des contraintes spécifiques avec une réglementation de cyclomoteur. Et en fait, il n'a même plus le droit aux pistes cyclables. Et donc le record actuel, c'est 80 km/h pour ce type de vélo. Donc c'est plus un vélo, c'est un vélo moteur, mais très moteur. Mais donc voilà, on en est là. La suivante, ça va vous faire plaisir, c'est que maintenant vous pouvez avoir des sous pour acheter un vélo, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Et il y a beaucoup de municipalités qui vous donnent des sous pour acheter un vélo. Ça permettra d'avoir moins de pollution directe, puisqu'on ne sait pas comment les batteries sont faites. La suivante, même Paris-Siémy, vous voyez, la capitale, puisqu'on peut vous donner jusqu'à 400 € de subvention. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour qu'on vous donne les 400 €. La suivante, donc, on est venu jusqu'à vous. Il y a tout type de vélo, hein, sur une roue, sur deux roues. De toute façon, il faut se faire plaisir. Et la suivante, la plus belle, c'est celle que j'aime beaucoup. Il a un air très gentil.